Salut les amis, c'est Kai. Bon, je reviens après, comme tout le monde, hein. J'espère que pour ceux qui l'ont souhaité, qui ont fêté Noël, ils l'ont souhaité, ils ont pu en profiter et que vous avez pu voir votre famille. Effectivement, je prends un peu plus de retard parce que bien, il y avait un peu des vacances, il y avait un petit peu de repos et puis je voulais pas non plus faire des centaines de vidéos non plus. Je me suis dit qu'il était temps de faire un petit peu les deux derniers épisodes de Jujutsu Kaisen, hein, parce que bon, de toute façon, on sait déjà, très très bonne nouvelle, que la troisième saison est déjà en production, donc ça c'est déjà très bonne chose, très très bon. Et il est temps d'achever cet arc de Shibuya, dont on a tant parlé, dont tous les fans de Jujutsu Kaisen nous ont parlé, ont évoqué. Et il est vrai que ces deux derniers épisodes de conclusion, bien, on se rend bien compte que les choses ne seront plus comme avant. Et que ça, on va dire quelque part, remis à zéro les compteurs. Donc, des rapports qu'il y avait entre les exorcistes et les fléaux. Et on va rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à expliquer. Alors, déjà, on va écarter tout de suite une première chose. La scène de Mei Mei avec son petit frère, sincèrement, je sais que ça a fait du bruit, mais c'est encore une fois de plus, c'est beaucoup de bruit pour rien. C'est encore cette petite pudibonderie américaine et cet esprit un petit peu woke et autres conneries où on est censé être fragile. La sœur qui est avec son petit frère dans le lit et là, on a crié à l'inceste et c'est indécent. Et stop, c'était juste une blagounette, c'est rien. Moi, je suis plus choqué du fait qu'elle se soit barrée alors que tout le monde se fait balayer par Sukuna que par le fait qu'elle soit à poil avec son frère, hein. Donc, on va gentiment se calmer. C'est humain. Effectivement, c'est vraiment une scène à la japonaise. Il n'y a rien de bien terrible là-dedans et on va pas commencer à crier que c'est l'adultère ou autre ou de l'inceste. Franchement, on en est loin, hein. Donc déjà, on va évacuer ce sujet-là. Après, donc, on arrive sur effectivement dans le sujet de l'épisode, hein, puisque bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, sur ce sujet-là, hein, donc n'hésitez pas, likez ma vidéo, dislikez, commentez, vous abonner, partagez, hein. Ma chaîne qui débute, elle va vivre vraiment grâce à vous, les amis, hein, donc je compte vraiment sur vous. Donc revenons un petit peu à nos moutons. Donc on commence tout d'abord avec un petit aperçu de l'échange entre Panda et Kusakabe. Alors, il faut bien comprendre déjà qu'on se positionne sur un regard un petit peu extérieur, hein, un petit peu extérieur là-dessus. Kusakabe, qui est juste un professeur, qui connaît pas forcément Yuji, en fait, il a un avis un petit peu lambda, parce que nous, on a vécu le live Yuji, ce qu'il a vécu, supporté, on l'a vécu avec lui, on a souffert avec lui. La Kusakabe qui ne l'a pas vécu avec lui, en fait déjà, même si Panda dit que c'est un mec bien, etc., Kusakabe dit qu'il y a quand même un carnage qui a été fait par Sukuna qui était dans le corps de Yuji, que Yuji est donc fautif et il ne serait pas contre le fait de l'exécuter. Donc déjà, le sujet est posé, hein. Déjà, le sujet est posé. On en reviendra dans le dernier épisode de la conclusion, hein, donc la conclusion qui s'impose dans l'épisode suivant. Après, par rapport à ça, on arrive à quoi? On arrive à un Mahito qui se retrouve face à Geto, un Yuji qui veut agir Mahito, un Geto qui dit bon finalement, qui se défend un petit peu contre Yuji. Alors c'est marrant parce qu'on a Yuji qui s'approche de Geto pour essayer de se rapprocher de son corps et de récupérer la prison de Gojo. Et il se fait humilier clairement. Il se retrouve au sol alors qu'il a affronté des adversaires pas mauvais du tout, hein. Donc on se dit que bon, on pensait déjà qu'on avait fait le tour avec Mahito et Shozo, et là on se dit encore qu'on arrive encore à un level supérieur. Ça c'est vraiment le côté va dire fan service mais habituel des shonen. On a toujours un adversaire plus impuissant, plus fort que le précédent pour montrer la hausse de niveau. Donc comme diraient d'autres, c'est comme si on voyait Boo absorber Cell et Cell qui avait absorbé Freezer. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. On a toujours le meilleur qui se présente. Donc déjà, c'est impressionnant de voir ça. Du coup, on a une mêlée générale. On voit également le pouvoir effectivement de Geto, hein, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui a quand même été un peu plus
abordés dans Jujutsu Kaisen 0, hein, que je vous conseille quand même de voir hein, si ce n'est pas déjà fait. On voit aussi son Uzumaki qui est en fait son pouvoir maximum, qui est, je trouve, bien mieux exploité dans l'animé que dans le film, ce qui était déjà le film qui est déjà pas mal. Donc on est juste sur un animé saisonnier par rapport à un film, on est sur une qualité équivalente, voire supérieure. Uzumaki qui n'est pas on n'a pas l'extension de territoire, on n'a pas un territoire simple, on est sur une technique maximale. Donc on voit déjà qu'on a un mélange de fléaux qui font une sorte de boule un peu bizarre. Et c'est cela qui va balayer Yuji. On a bien sûr la scène qu'on attendait, on se doutait bien que Mahito n'allait pas être sauvé par Geto, Mahito qui s'est absorbé, Geto qui sort de son pouvoir, puisqu'il a un projet derrière tout ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fait la mêlée générale. Bon, alors après, c'est vrai que ça peut sortir ça peut paraître un peu sorti du turfu, où on voit des personnages qu'on n'avait pas vu jusque-là débarquer à l'instant et tous s'affronter contre Geto. Alors, c'est un peu chaotique, c'est un peu le côté brouillon qu'on pourra reprocher à ces deux derniers épisodes, hein, même si ça ne veut pas dire que la saison n'est pas exceptionnelle, ça reste du poulet, hein, comme diraient les jeunes, mais on est sur du très bon épisode, et là encore, et on voit encore la différence de niveau entre Geto et le reste des exorcistes. On voit Geto exorciste de rang S, qui en fait se balaye l'intégralité des exorcistes qu'il a en face, avec une facilité déconcertante. Même sans sbire, Urame qui fait de la glace, franchement, même lui il est impressionnant, hein, que ce soit Kusakabe, Yuji ou les autres, ils sont quand même bien balayés. En plus, Urame qui est juste un sbire, oui c'est un peu bordélique, hein, sa présentation est un peu chaotique, c'est normal, hein, j'ai essayé de présenter 2 épisodes, sans faire une vidéo de 20 minutes non plus. Donc vous m'excuserez un petit peu pour le côté un petit peu brouillon de cette vidéo, mais il fallait que je fasse mon petit message sur les 2 derniers épisodes de la saison, hein. Donc on arrive un petit peu sur des scènes où on voit effectivement Kusakabe qui est impressionné par Urame, parce que bon, on a énormément de choses dans JJK. On a les extensions de territoire qui permettent quand même de laminer tout le monde. On a les territoires simples qui permettent de se protéger, de limiter un peu la casse. On a les techniques maximales de Geto, on a les transformations. Maintenant, on a le sort d'inversion, qui n'est pas du tout juste un simple sort de guérison comme on pourrait voir dans des isekai ou des sorts de magie, hein. C'est-à-dire que ça suppose de bien comprendre toute la substantifique moelle, je dirais, ou en tout cas l'intérêt, la technique et les outils inhérents à la force, de toute façon, à la force d'exorciste, hein. Donc c'est vrai qu'on est quand même bien là-dessus. Donc là encore c'est impressionnant. Donc là on peut dire que bon, Urame et Geto, je pense que on voit bien quel niveau ils ont, hein. Donc on est vraiment sur du high level. On a effectivement une très belle scène. Enfin on voit vraiment, on voit le quart d'heure de gloire de Chozo quelque part. Alors il se bat très bien, c'est quelque part celui qui s'en sort le mieux limite, hein, contre Geto. Ce qui est pas forcément, qui devrait même être vexant, hein, pour les exorcistes qui sont là quand même. Parce que franchement, on a un Chozo qui était un démon, qui est un fléau, qui est à mi-fléau, mi-humain, qui est loin d'être le meilleur de la troupe, et qui met minable la plupart des exorcistes, et qui arrive à tenir tête à Geto. Alors, il ne le blesse pas, il n'arrive pas à le battre, mais il tient bien la route. On a ce côté un petit peu mystérieux où Chozo prend Yuji pour son frère. Alors, ça, c'est encore des théories qui tournent sur le sujet, mais il semblerait qu'il y ait des cellules dans Yuji qui correspondent à celles de Chozo et qui font croire que c'est son frère. Ça, on n'y comprend pas vraiment grand-chose. Donc là, on aura un peu plus de précision plus tard. Bon, en tout cas, on a un côté Chozo qui défend son frère, qui appelle-moi grand frère. On a Chozo qui sauve une fois Yuji, on a Yuji qui sauve Chozo, c'est beau. C'est beau, c'est un peu... On a Todo qui a été, enfin pas éliminé, mais qui a été écarté il y a peu. On a le plaisir de voir effectivement, là encore, un duo qui est quand même phénoménal, qui se débrouille plutôt bien. Là, on est sur des très beaux épisodes. On va continuer là-dessus, on va arriver sur... en fait, quel est le projet de Geto? Parce que c'est un petit peu ça l'idée. À quoi bon prendre le pouvoir de Mahito? En fait, il veut quelque part, enfin même pas quelque part, hein, il veut semer le chaos en fait, en se disant que dans le chaos qu'il va créer, hein, cet épisode-là et le suivant,
dans le chaos qu'il va créer, ben, ça permettra effectivement de libérer 10 millions de fléaux. En créant ces 10 millions de fléaux, ils vont en parallèle créer des exorcistes pour qu'effectivement les exorcistes, ben, là on arrive sur le fameux âge d'or, pour que les exorcistes retrouvent un rôle et s'affrontent et qu'ils soient encore meilleurs et qu'on ait quelqu'un qui sorte du lot. Il va y avoir un petit message très sympathique qui va dire, bon, il y aura peut-être au moins 1000 Yuji qui seront malfaisants. Je sais pas, mais bon, ça fait quand même relativement flipper. Hein. Il aurait pu dire 1000 Sukuna, mais c'est un peu plus compliqué. Mais déjà 1000 Yuji, c'est déjà relativement... ça permet déjà de poser son homme et de savoir ce qui risque de nous attendre. Donc en fait, lui, son idée, ben, c'est là qu'on va avoir un petit peu la conversation entre Yuki qui débarque, pareil. Pareil, elle débarque, on ne sait pas trop d'où elle vient, donc c'est un peu dommage. Ça mérite d'être un peu plus développé. Qui est ni gentille ni méchante quelque part, hein, qui était dans Zéro et dans le départ effectivement de la saison, qui avait une vision des choses, qui était un peu le but du jeu. En fait, il faut bien comprendre que Geto, comme effectivement Yuki, avait pour but effectivement d'éliminer les fléaux, en tout cas de pas qu'il y en ait trop. Ils ont deux méthodes totalement diamétralement opposées. Ben, on a Yuki qui se dit que bon, on va miser sur un Toji qui n'a pas du tout d'énergie exorciste, qui n'a pas du tout d'énergie de ce type-là, et qui effectivement, de fait n'ayant pas d'énergie spécifique, ben, ça permet de ne pas créer de fléau. Donc il va effectivement vouloir se focaliser, avait une idée en fait de créer des humains surdoués quelque part. C'est un peu ça son idée. Hein. Faut voir les choses un petit peu comme ça pour synthétiser les choses. Et on a Geto qui, lui, de son côté, se dit que bah, ce sont les humains avec leurs craintes, leurs soucis, leurs peurs, leurs pensées malsaines qui créent les fléaux. Donc autant supprimer le sujet à la base, hein, et donc à la racine. Et donc en éliminant tous les humains, ou plus précisément en transformant tous les humains en exorcistes. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre hein, dans ce débat, dans ce sujet-là, c'est tout ce qui fait un petit peu la différence de discours entre ces deux-là. Voilà en quoi un petit peu c'est intéressant. Ça tombe bien parce que bon, on a du mal à croire l'âge d'or de l'exorcisme avec la disparition de Gojo. On a effectivement... Et on a quand même, par rapport à cet épisode suivant, on va avoir un Geto qui dit un Gojo serait pas scellé. Ben, il aurait peut-être pu se débrouiller. Il aurait quand même pu peut-être s'occuper du problème. Donc c'est quand même exceptionnel. Et même quand on n'est pas là, il aurait été là, il aurait pu éliminer 10 millions de fléaux, éliminer le problème. Ça pose ton homme, quoi. Puis on va arriver dans l'épisode de conclusion, où là on arrive donc... Geto cyber ses fléaux, qui explique un petit peu son projet, enfin pas Geto, mais Kamo, qui est très ancien, qui a fait effectivement des pactes avec des monstres très 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 anciens, ancestraux, qui profite de cette occasion avec le pouvoir de Mahito pour s'en servir. Tous ceux qui l'a marqué vont se transformer soit en exorciste, soit en fléau. Ça va créer un conflit généralisé, ça va déstabiliser le système, et du chaos va naître effectivement quelque chose. Bon, c'était un petit peu, il y avait un précurseur déjà qu'on avait effectivement, Mei qui avait dit que le yen commençait à dévaluer, là on est en plein dedans, donc crise économique, crise politique, crise de gestion, on est vraiment dedans. Donc on voit les conséquences, donc le projet initialement, hein, comme je vous le disais, hein, de créer son monde avec effectivement ses exorcistes et ses fléaux. Il va effectivement lancer un combat où les gens marqués vont devoir s'affronter. Alors, pas spoiler, mais la saison 3, c'est l'attaque mortelle. Donc, on va vous dire que si effectivement le drame de Shibuya était déjà exceptionnel et mettait la barre très très haut, je vais pas dire que c'est ça qui passe JJK dans les mangas adultes, mais on passe à un autre niveau. On n'est pas sans rappeler effectivement l'éclipse dans effectivement Berserk, pour ceux à qui ça parlera. L'arc Chimera Ant qui avait vraiment des impacts énormes dans le monde de Hunter x Hunter. On est vraiment sur ce type de démarche vraiment hallucinante, ou d'autres vous diraient la lune rouge dans Eminence of Shadow par exemple. Enfin, un ensemble de choses qui à un moment donné dans l'histoire passe Jujutsu Kaisen à un autre niveau. Donc au-delà de cela,
Donc une fois que Geto a balancé ses démons, donc on va effectivement expliquer sa problématique, son projet, hein, et on va voir effectivement, et là on a le plaisir de voir le GOAT, enfin, pour moi, le protagoniste principal avec Gojo, fallait bien que maintenant que Gojo est pas là, fallait bien le remplacer, et on a Yuta qui est, enfin, allez voir, vous voyez du JQ0 pour voir à quoi il ressemble. Enfin, on est sur du Gojo-like, hein, donc même si Geto dans l'épisode précédent disait que s'il avait uni tous ses fléaux, il aurait pu le battre au lieu de diviser ses forces. Bon, après c'est ce que dit Geto, hein. Là-dessus, on a un Yuta charismatique à souhait, qui arrive, qui se retrouve dans une scène un petit peu à la Silent Hill. Vraiment, ou dans les exercices, tout ce qu'on peut attendre d'un film d'exorcisme, on voit la jeune fille quelque part qui essaie de survivre toute seule par rapport aux conséquences de ces 10 millions de fléaux qui sont libérés, à dire, à essayer de se mourir, et on a une voix d'un démon qui dit viens, je connais ta famille, viens par-ci par-là, ils sont avec moi, rapproche-toi. C'est malsain, ça fait peur, ça fait flipper, on retourne vraiment là, on passe dans un film d'horreur limite. Ce monstre au moment où quand la vallée, on a Yuta qui arrive, allez toc toc badaboum j'arrive, je te baille en un clin d'œil, et derrière je suis super adorable avec la jeune fille. Il est égal à lui-même quoi. C'est clairement, voilà, c'est Yuta. Là-dessus, personnage qui est très intéressant. On va voir les conséquences de cette situation déstabilisée où l'exorcisme était particulièrement axé à Tokyo. On va voir effectivement en parallèle tout ça, Yuki qui se dit bon, je vais aller parler à Tengen, parce qu'il y a ces barrières de Tengen pour voir par rapport à l'exorcisme, qui limitait le nombre de fléaux, voir ce qu'on peut faire. Bon, comme quoi Tokyo est un point central pour tout ce qui est exorcisme. On est là-dessus. Et on a Yuta et on a les hauts pontes de l'exorcisme qui vont commencer à flipper, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut bien trouver un fautif, hein, à un moment donné, par rapport à cet échec complet de la part des exorcistes. Hein. Si déjà dans le début de saison, on avait l'échec de Gojo et Geto face à Toji qui avait eu des conséquences, là on est sur des vraies conséquences qui remettent le monde mais sans dessus-dessous, hein, qui rabattent les cartes du jeu, hein, c'est vraiment ça l'idée. Et c'est pour qu'ils flippent avec leurs différentes règles. Donc effectivement, Geto, comme il n'est pas mort, on remet en ordre son ordre d'exécution, au cas où on avait un peu oublié. Ce qui est lié effectivement avec la deuxième loi, c'est qu'effectivement Gojo est fautif, alors personne ne doit libérer, sinon personne qui le libérera sera considéré comme un ennemi, parce qu'en fait on considère que Gojo a épargné Geto indifféremment. À côté de ça, en épargnant Geto et en parallèle de ça, en ayant autorisé Yuji à survivre avec le corps de Sukuna, il est à l'origine de tout ça. En fait, c'est comme ça qu'il voit les choses. On voit que Yuji, du coup, il est livré à lui-même, hein. C'est un être frêle, sans la protection de Gojo, en fait, c'est un être lambda qui avait déjà subi beaucoup de choses pendant le drame de Shibuya, qui continue d'être un peu lâché par sa team. Donc Yuji, du coup, l'ordre d'exécution n'est plus repoussé. Du coup, comme on ne veut pas faire les choses bien, comme on veut pas faire les choses effectivement à moitié, comme on n'aime pas Gojo et que Gojo nous a provoqué, Gojo les exécute, mais on va aussi exécuter son sensei, parce qu'après tout, si Geto et Gojo sont comme ça et qu'on fout tout le bordel, c'est aussi la fin de la sensei. Bon, bien sûr, il n'y a aucune logique, dans tout ça, hein, bien évidemment. C'est juste de la réaction par rapport à un échec cuisant, hein. Et donc ils vont commencer l'exorcisme et les fléaux qui étaient cachés, ils vont finir par être obligés de effectivement de l'évoquer à la vue de tous, hein. Donc voilà, donc on est sur une très très belle vidéo. On sait qu'effectivement Yuta et Yuji vont s'affronter. Yuta qui dit vous inquiétez pas Yuji, je m'en fais mon affaire. On a ces scènes-là, on a les conséquences directes de Shibuya. On a Yuji derrière qui est livré à lui-même et on voit qu'il continue d'affronter des fléaux. Enfin, encore sur un très bon épisode, une très très belle conclusion, un très beau cliffhanger par rapport à la saison suivante. J'espère qu'on peut nous la faire dans 3 ans, mais bon,
Après, il faut quand même que ma passe repose, en tout cas ce côté du JK. Donc, bah, enfin, là encore, bah, voilà, c'est ce que je pensais, je voulais éviter, mais la vidéo ne pouvait pas être moins longue que ça, parce qu'on a quand même 2 épisodes à aborder qui étaient riches d'événements, riches d'informations, qui nécessitaient pas mal d'explications. Donc, j'espère avoir pu éclaircir pas mal de choses. Écoutez, je compte sur vous pour la suite. Allez, n'hésitez pas à recommander ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu de votre part, un petit partage, un petit cœur, ça fait plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. À bientôt les amis.